Bonjour à tous et à tous, bienvenue à la masterclass dédiée au marketing de l'innovation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un moment d'échange, de réflexion, d'inspiration autour des enjeux actuels de l'innovation marketing et en particulier dans un secteur en pleine mutation qui sont les médias et la télévision. Cette session sera interactive, donc nous allons ponctuer la discussion avec différents sondages, tout simplement pour pouvoir recueillir vos perceptions, votre expérience et tout simplement pour nourrir la discussion avec des retours concrets. Donc, que vous suiviez la masterclass en classe ou bien directement chez vous, vous avez la possibilité de rejoindre en fait la visio de manière individuelle pour pouvoir participer aux différents sondages. Donc voilà, à présent, j'ai le plaisir de vous présenter donc Sofiane Biotti, qui est donc directeur marketing communication chez Novo. Donc merci Sofiane d'avoir accepté l'invitation et de nous rejoindre et puis bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, Sofiane Biotti, je suis ravi d'être là pour pouvoir partager un peu ce retour d'expérience après les quelques mois de diffusion de Novo 19. L'idée finalement de cette masterclass, ça va pas être nécessairement de faire un cours sur le marketing de l'innovation, mais c'est plutôt justement de vous donner un peu plus de perspective, de vous montrer aussi comment on applique justement tout ce que vous apprenez aujourd'hui sur le marketing de l'innovation, appliqué en plus de ça à un secteur, comme tu le disais, qui est ultra concurrentiel et qui est aujourd'hui en pleine transformation. Il suffirait juste de vous poser la question qui a regardé la télé hier soir et on aura déjà un premier indice justement de toutes ces transformations qu'on opère au jour le jour. Et donc, ravi de partager ça avec vous aujourd'hui. Parfait. Donc, pour commencer, pour vous donner un peu de contexte, déjà, je vais me présenter pour ceux qui n'étaient pas forcément là hier matin. Donc, Sofiane Biotti, donc, je suis directeur marketing et communication de Novo 19. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être directeur marketing et communication dans une chaîne de télé et en plus de ça, une chaîne de télé qui se lance? Aujourd'hui, on va être sur une équipe pluridisciplinaire qui va gérer différentes activités. On va avoir une première activité qui va être très concentrée sur les relations presse et relations médias. Donc, l'idée, c'est d'être en contact quasi quotidien avec la presse, avec d'autres médias qui sont concurrents, mais avec qui on avance aussi dans une logique de partenariat pour nous donner de la visibilité, donc pour couvrir le lancement de Novo 19, mais aussi pour donner de la résonance au programme que l'on va diffuser. Donc, vous avez cette partie-là. Vous allez avoir une partie communication grand public. Donc là, ça va être déployer des campagnes de communication avec de l'affichage, avec la partie social média, avec ce qu'on peut faire aussi en digital. Et un dernier pôle qui est le pôle artistique, où on va être sur toute la coordination de la marque, la création de la marque. Donc à la fois l'aspect visuel, visuel et graphique, l'aspect sonore et aussi toute la personnalité de marque sur laquelle on va revenir un peu plus tard lors de la présentation. Donc, sur mon parcours rapidement, donc j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans les médias appliqués au marketing et à la communication. Donc, j'ai commencé mon expérience chez Canal+, où j'ai fait quasiment 9 ans, où j'ai fait pas mal de jobs différents. J'étais sur de la communication, j'étais sur du produit, j'étais sur de la publicité. J'ai participé à des projets assez structurants, à la fois pour le groupe Canal+ à l'époque, comme je le mentionne, avec les collaborations que vous avez sans doute vu sur les dernières années avec l'intégration de Netflix et Disney+ au sein de l'offre de Canal+. Et ce projet-là, finalement, ça a été un énorme projet d'entreprise, mais aussi un gros coup de pied dans la fourmilière du secteur d'activité sur lequel on se trouve, puisque c'était la première fois que deux acteurs en concurrence, puisque c'est deux acteurs qui proposent du contenu sur un modèle payant, se mettent autour de la table et discutent pour trouver justement pour trouver une solution pour pouvoir travailler ensemble et passer finalement du modèle de pur concurrent à plus de la compétition, donc un mélange de coopération et de compétition, d'où l'intégration de leur catalogue. Et on l'a vu là sur les derniers mois, finalement, c'est un mouvement qui commence à s'installer dans le paysage audiovisuel français, puisque TF1+ a dernièrement intégré le catalogue de Netflix et inversement.
Donc ça, sur cette partie-là, moi, j'étais à la fois en charge du produit MyCanal, donc sur la partie purement technique. J'ai été en charge aussi à d'autres moments, cette fois-ci plus sur Disney+, sur la partie plus publicité. Comment faire en sorte qu'à l'époque, on avait une marque Canal+, qui distribuait sa chaîne Canal+, et tout le monde avait en tête, quand je vous dis Canal+, tout le monde pense à la chaîne Canal+, et comment on passe de la chaîne Canal+ à un super agrégateur de contenu sur laquelle on va retrouver à la fois des contenus Canal+, mais aussi des contenus agrégés d'autres partenaires. Donc après cette longue expérience et finalement aussi quelque part, c'était un peu mon centre de formation aussi à l'époque, parce que je sortais d'études. À la fin de ces 8-9 ans d'expérience, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la Principauté de Monaco pour lancer la première chaîne de service public monégasque, donc TV Monaco, qui a été lancée le 1er septembre 2023. Fun fact, Nouveau 19 a été lancé le 1er septembre 2025, donc j'attends le prochain 1er septembre, voir ce qui va se passer. Et donc TV Monaco, l'idée, c'est une chaîne thématique sur laquelle on va retrouver du documentaire, des émissions sportives. Et le rôle de TV Monaco, c'était, parce que TV Monaco, Monaco, c'est 2 km². Donc, l'objectif d'une chaîne nationale était de faire rayonner la principauté à l'international. Donc, ça s'est vu également dans notre stratégie de distribution, où on n'est pas resté sur une distribution en local purement Monaco, mais on était sur une diffusion auprès du pays voisin, donc notre pays, la France, mais aussi à l'international, aux US, ainsi qu'au Moyen-Orient, puisqu'on avait des enjeux aussi notamment publicitaires sur ces zones-là. Donc, c'est une expérience de 2 ans et demi. Pour la petite histoire, donc, je suis arrivé sur l'été 2022 sur TV Monaco. On était 5, on avait récupéré de vieux bureaux à la SPA de Monaco. Chacun avait ramené son PC personnel. Donc, c'était finalement une entreprise entrepreneuriale, sauf que le budget n'était pas mon compte personnel pour le coup. Et en quittant cette expérience, dans l'entreprise, on était 85. Donc, on est passé de 5 à 85 en 2 ans. Ça montre aussi toutes les ambitions qu'il y avait autour de cette chaîne et les résultats aussi que l'on a eus. Et donc, après ces 2 ans et demi passés dans le sud de la France, j'ai rejoint du coup Rennes en avril 2022, et cette fois-ci pour participer au lancement de Nouveau 19. Donc là, je vais vous en parler longuement pendant les 50 minutes restantes. Alors, un peu de contexte. Lancer une chaîne de télé en 2025, on peut se poser la question, et peut-être que certains d'entre vous se posent déjà la question, mais pourquoi lancer une chaîne de télé sur la TNT en 2025 alors que personne ne regarde la télé? Vous allez voir que non un peu plus tard, sinon je ne serais pas là. Un peu de contexte. Aujourd'hui, Nouveau 19, c'est une filiale du groupe Ouest France. Donc, vous connaissez bien évidemment Ouest France, donc premier titre français au niveau national. Top 5 des sites d'actualité en digital. Quand on regarde là, les derniers mois, et notamment le mois de novembre, en nombre de pages vues, Ouest France est le premier site d'information en France, donc avec une force de frappe, pas uniquement sur le Grand Ouest, et un vrai ancrage finalement sur le national, même si l'historique de Ouest France était sur le Grand Ouest. Le plus gros tirage aussi français, on est à plus de 630 000 journaux tirés chaque soir depuis Rennes et distribués sur tout le Grand Ouest et aussi une partie du reste du territoire. Et une force de frappe, comme vous pouvez le voir, sur le digital. On a tous eu à un moment une recherche sur Google, et le premier qui remontait dans Discover, c'était Ouest France. Donc finalement, ça montre aussi que Ouest France a une force de frappe, pas uniquement centrée sur le Grand Ouest, mais une vraie présence sur le national. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a mis le contexte du groupe Ouest France et de la force de frappe de Ouest France, il est important, pour revenir sur la genèse du projet, de se dire, OK, bon, lancer une chaîne de télé, mais comment Ouest France a eu cette idée à un moment de se dire, mais si je me lançais en télé, alors que je suis un groupe de presse écrite. Et finalement, quand on regarde et on prend la photo de 2024, la photographie de 2024, on voit qu'il y a plusieurs indicateurs qui nous permettaient d'avoir quelques indices sur l'ambition de Ouest France. La première, c'était le 24 juillet 2024, où l'Arcom, qui est le gendarme de l'audiovisuel, qui régule l'audiovisuel français, a décidé d'arrêter la fréquence de C8 et d'Énergie 12. Là, l'idée, c'est pas de se dire est-ce qu'on aime C8 Énergie 12 ou non,
mais c'est juste se dire, bon, bah, il y a 2 canaux qui se libèrent, donc il y a une opportunité de business aussi qui se présente. Maintenant, à voir s'il y a un réel intérêt de se positionner en 2025 sur la TNT. Et donc, quand on déroule les autres chiffres, on voit qu'on a environ 2/3 des Français qui déclarent faire davantage confiance aux médias locaux et aux médias régionaux. Donc, ça nous donne aussi un premier indicateur quand on le met aussi en parallèle du positionnement de Ouest France. On a 2/3 des Français aussi qui s'informent encore aujourd'hui quotidiennement via la télévision. Donc, quand je rebondis par rapport à ce que je disais en intro, non, la télévision n'est pas morte et on verra pourquoi encore un peu plus tard. Et un peu plus de la moitié des Français estiment que l'information nationale aujourd'hui est trop centralisée sur Paris. Et il y a une petite anecdote que j'ai tendance régulièrement à donner. En mars 2025, il y a eu un moment 15 minutes de grêle à Paris. Et bien, ça fait l'ouverture de 100% des JT le soir même. Et finalement, ça montre en fait, c'est symptomatique de cette centralisation des médias à Paris, où au final, si les Parisiens vivent 15 minutes de grêle, il faut que tout le monde soit au courant. Sauf que la personne qui est dans le sud-est et qui a eu des fortes chaleurs et de l'orage toute la nuit, pourquoi on n'en parlerait pas au même titre et pourquoi on mettrait les événements parisiens en premier lieu? Et donc, alors, ce n'est pas une critique finalement du traitement éditorial des autres chaînes, c'est un simple constat. Et aujourd'hui, quand on regarde les sièges sociaux des médias télé français, ils sont tous à Paris. Et donc, avec ces différents indicateurs, finalement, ça nous permet de commencer à réfléchir sur cette opportunité de business suite à l'apparition des 2 créneaux libérés par l'Arcom. Et donc, En effet, donc là, comme je vous l'expliquais, la masterclass est interactive, donc on a besoin que tout le monde participe. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de tous vous connecter à présent de manière individuelle pour pouvoir répondre au sondage. Donc, du coup, la question, combien de temps les Français consacrent-ils en moyenne par jour sur la consommation 100% vidéo, peu importe le mode le support. Et donc, c'est une dernière étude de Médiamétrie qui a été publiée en janvier 2025. Donc, on aura très prochainement, là, d'ici une dizaine de jours, les chiffres sur l'année 2025, mais qui devraient certainement être identiques, voire même au-delà. Donc, on est à 4h23 en moyenne. Un Français consomme 4h23 de vidéos par jour, ce qui reste quand même assez énorme. Quand on met au ratio du temps disponible sur une journée, ça reste quand même une part assez importante. Donc, on se rend compte que finalement, cette opportunité ne se tourne pas nécessairement autour seulement d'une fréquence TNT, mais c'est une réelle appétence en fait, du public français sur la vidéo. Et donc, c'est surtout là qu'on doit se concentrer pour un média qui propose de la vidéo en 2025. Il ne faut pas qu'on se concentre uniquement sur notre fréquence TNT qui est du flux continu. Et ça nous montre quelque part aussi que finalement, aujourd'hui, la télévision, ce n'est pas seulement un flux continu qui diffuse, mais il y a aussi potentiellement une vraie notion de rendez-vous à créer, puisque les personnes continuent à consommer de la vidéo. Donc, là, on a la première, mais très rapide, première analyse un peu du marché, des opportunités. Et ça nous permet déjà d'avoir quelques indicateurs sur lesquels on pourra s'appuyer pour construire notre proposition commerciale, mais aussi notre proposition éditoriale. Donc forcément, comme toute entreprise,
notre premier objectif, c'est aussi de dégager du chiffre d'affaires. Et donc, pour dégager du chiffre d'affaires, il faut qu'on puisse penser à la fois à notre cible, qui on veut toucher et quel modèle économique, comment on va générer des revenus. Donc là, j'ai remis 2 chiffres, enfin 3 études, et promis, il n'y en aura plus d'autres parce que souvent, ça peut vite nous noyer. On voit qu'on a 85% des 25-49. Donc, il faut savoir que la cible des 25-49, aujourd'hui, c'est la cible préférée de tous les annonceurs parce que ça correspond finalement aux actifs, à ceux qui travaillent et qui ont un meilleur pouvoir d'achat. Donc, les annonceurs se focalisent principalement sur les 25-49. Et on voit, et d'ailleurs tant mieux, que c'est la cible qui consomme à hauteur de 85% chaque semaine de la vidéo sur 2 écrans différents. Donc, ce que ça nous dit, c'est que cette cible, qui est la cible qui va nous permettre de générer du revenu, consomme toujours de la vidéo avec un taux assez élevé. Et ça nous permet aussi d'apprendre qu'ils ne consomment pas juste sur des écrans connectés, mais ils consomment également juste la télévision simplement. Mais qu'on est sur un mode hybride et qu'aujourd'hui, le mode de consommation exclusif télé, aujourd'hui, personne ne consomme uniquement de la télé sur son téléviseur. Deuxième indicateur, la télé reste malgré tout le premier écran de consommation pour l'information, mais également pour des rendez-vous. Lorsqu'il y a un talk show, par exemple, sur TMC quotidien, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont utiliser la télévision. Je vais donner mon exemple personnel, comme ça, moi, c'est très simple. Quotidien, moi, je regarde régulièrement Quotidien. C'est l'un des seuls programmes que je vais consommer en linéaire, c'est-à-dire en flux direct sur la chaîne TMC, et que je ne vais pas nécessairement voir en rattrapage, où le rattrapage sera plus utilisé pour du documentaire, pour de la fiction, cinéma, série, etc. Et ensuite, on a le modèle économique aussi qui va être très important pour nous. C'est qu'est-ce que l'on propose en termes d'offres commerciales. Et aujourd'hui, on a un modèle, alors sur les même 10 dernières années, qui émerge de plus en plus avec une accélération depuis 5 ans, où le modèle de l'AVOD, qui est en fait le modèle qui permet de se rémunérer exclusivement au travers de la publicité. Vous l'avez tous vu, que ce soit Prime, que ce soit Netflix. À un moment, ils ont proposé une offre plus basse. Je n'ai plus les tarifs en tête, mais je crois qu'à un moment, c'était 6,90 €, quelque chose comme ça, avec une version avec publicité. Donc nous, avec ces constats-là, on est resté sur notre cible prioritaire des 25-49, ce qui nous permettait aussi d'avoir une cible assez large pour proposer un maximum de contenu diversifié. On a des consommateurs aujourd'hui qui sont hybrides, télé, plateforme, mais également les réseaux sociaux, avec une grosse accélération de la consommation sur les réseaux sociaux. On l'a vu sur les dernières années où TikTok a favorisé aussi les formats beaucoup plus longs de 10 minutes, alors qu'on était, à l'historique de Vine, on était sur des formats beaucoup plus courts de 6, 8, 10 secondes. Et le modèle économique, du coup, qu'on a acté, qui est une télévision gratuite à la fois pour être accessible au plus grand nombre et se financer exclusivement par la télévision. Donc, du coup, on revient sur les grandes étapes. Je n'ai pas tout mis parce que sinon, l'écran était trop petit. De toutes les étapes majeures de construction du projet. On voit le 24 juillet la décision de l'Arcom du non-renouvellement de 2 fréquences. Et donc, très rapidement, quelques mois plus tard, un appel à projet, puisque l'idée, le talk show, on le produit. Mais on le produit avec des producteurs exécutifs qui ont les moyens techniques. Et donc là, on a fait un appel à projet. On reviendra sur ce contenu-là un peu plus tard. La signature de la convention avec l'Arcom. La signature avec la convention avec l'Arcom, c'est notre cahier des charges. L'Arcom nous octroie une fréquence TNT. En contrepartie, on a des obligations. On a des obligations de production en région. On a des obligations en termes de part de contenu. Donc, on a un pourcentage donné de documentaires qui va parler des territoires. On va avoir un quota aussi sur le cinéma, un quota sur les séries, un quota sur les magazines, sur l'éducation aux médias. Enfin voilà, tout est anticipé par l'Arcom pour que le public puisse avoir sur la TNT une diversité de typologies de contenu. Ensuite, un des projets phares aussi, vous allez avoir le 4 février, l'accord que l'on a eu avec TF1 Pub. Je
vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un modèle rémunéré 100% par la publicité. Donc, il fallait qu'on trouve un acteur qui puisse vendre nos inventaires publicités et il fallait qu'il ait la force de frappe nécessaire pour pouvoir nous accompagner. Et donc, on a été en consultation, on a rencontré différentes régies. Et donc, la régie de TF1 a été sélectionnée puisque à la fois, c'est la régie leader sur le marché et c'est la régie qui était en mesure de nous accompagner le plus rapidement et nous garantir un minimum de retour sur investissement dès la première année. Et enfin, bon, je ne vais pas tout dérouler, mais il y a le recrutement aussi de Claire Arnoux, qui est la présentatrice de nos talk-shows. Donc, il y a toute la phase de casting, etc. pour arriver au 1er septembre avec le lancement du linéaire, donc ça, c'est l'offre TNT, et la plateforme, du coup, novo19.fr. Donc, du coup, je vous propose de visionner une vidéo qui est la vidéo qu'on a diffusée le 1er septembre. Alors, une partie, je n'ai pas tout mis, mais une partie de la vidéo qui revient finalement sur cette année de création. La chaîne portée par le quotidien Ouest France. Novo 19, donc sur la 19, qui deviendrait la première chaîne nationale produite hors de la capitale. Si on peut avoir dans les territoires ces personnes pour qu'elles se mobilisent, que ça représente pour elles. Beaucoup d'ostréiculteurs inquiets. Il y a eu un feu dans le Vaucluse. J'ai un village normand modèle aussi. Novo 19, la chaîne lancée par le groupe Ouest France, il faudra attendre le mois de septembre pour qu'elle soit prête à émettre. Oh, c'est trop beau quand c'est allumé. Je pense que qu'on a. Bonjour. Là, on a les régions. Claire, est-ce que tu es prête? Pas complètement, mais dans quelques minutes, oui. Rodolphe Guenel, vous êtes prêts? On est prêts? On est prêts. Bienvenue sur Novo 19, je suis très heureuse, j'ai le cœur qui bat très fort, je suis assez émue de partager ce grand moment avec vous et avec toute l'équipe de Novo 19. Il tenait à être là, présent, pour vous dire bonjour. Claire, ici, ce n'est pas le cœur qui bat fort, mais les mains sont très moites. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir sur Novo 19. Nous sommes dans notre studio et le premier JT de l'histoire de Novo 19, c'est dans tout juste quelques minutes. Et les équipes sont déjà en place, en régie. Elles sont aussi très nombreuses autour de toi, Claudia. Salut Martin, effectivement je suis au cœur du siège du groupe Ouest France, ici à Rennes. Autour de moi, plusieurs centaines de collaborateurs et collaboratrices sont présents pour assister à cette retransmission en direct. Il y a beaucoup d'ambiance ici, vous pouvez y aller autour de moi. Voilà. Là, cette vidéo qui retranscrit bien finalement les grandes étapes. On voit la rédaction qui construit le JT. Parce que lorsqu'on est arrivé dans les locaux de Ouest France, alors contrairement à Monaco, je vous ai dit qu'on avait dû récupérer des bureaux de la SPA. On avait juste des bureaux et il a fallu penser à un JT, il a fallu penser à un talk show, ce qu'on voulait mettre aussi comme thématique dans ces émissions. Et donc, c'est de là qu'on a commencé tout le travail finalement de construction sur l'éditorial. On sait qu'il y a une place sur la fréquence TNT. Les gens consomment toujours de la vidéo, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est là aussi où tout le travail éditorial est super important. C'est que les gens consomment de la vidéo, mais si on arrive sur la TNT et qu'on n'a pas la bonne offre et qu'on répond à aucun besoin, on risque de ne pas fonctionner très longtemps. Donc, du coup, l'idée, c'était de travailler l'éditorial. Et comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion dans beaucoup d'études qui revient quand même assez régulièrement, c'est cette notion de créer des rendez-vous. Et c'est une valeur très importante en télé linéaire et donc en TNT, c'est que pour ramener du public, il faut être en mesure de créer des rendez-vous. D'autres ont réussi à le faire sur des talk-shows. On voit avec Quotidien. On l'a vu aussi à une certaine époque avec Le Grand Journal, Le Petit Journal. On le voit, on l'a vu dernièrement, par exemple, sur C8 avec TPMP. Il y a des rendez-vous qui ont réussi à s'installer dans le quotidien des Français. Et peu importe l'âge, finalement. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que plus on est jeune, moins on consomme de télé. C'est la vérité, mais il y a cette notion de rendez-vous quand même qui est à prendre en compte.
Et donc, c'est comme ça que toute l'offre éditoriale de Novo 19 a été construite. Comment on construit une offre éditoriale d'une chaîne de télé, et encore plus en 2025? Quelque part, on a une playlist 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est totalement vide. Et donc, il faut venir l'alimenter en contenu. Et donc, il faut savoir comment organiser cette grande playlist pour installer ces rendez-vous. Et donc, on a pris toute la semaine et on a identifié ce que l'on appelle des cases. Et ces cases renvoient à une thématique. Sur la ligne éditoriale de Novo 19, vous avez différentes cases. Il y a la première case qui est mettre en avant notre patrimoine. Donc, vous avez un jour dans la semaine, un rendez-vous récurrent où vous allez retrouver du documentaire qui va mettre en avant le patrimoine français. On va avoir une autre case qui va être ce qu'on appelle les génies français. Les génies français, c'est une case qui va nous permettre de mettre en avant le savoir-faire français d'aujourd'hui, avec des documentaires, des reportages qui vont parler des boîtes très, très actuelles comme Mistral sur la partie intelligence artificielle, mais aussi d'exemples beaucoup plus anciens avec des prouesses technologiques qu'on a tendance à oublier parfois, comme le Mont-Saint-Michel à l'époque, qui était une prouesse, et le TGV. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte, mais ça a été une prouesse aussi française à l'époque, le porte-avions. Donc, l'idée, c'est aussi de valoriser ça, parce que l'ADN de Novo 19, c'est cet ancrage territorial et cet ancrage dans le réel. Donc, il faut absolument qu'on le mette en avant au travers de ces cases. Et ensuite, on va avoir une case cinéma, enfin cinéma et série, avec deux enjeux. Soit on est ancré dans le réel, et donc ça veut dire qu'on va raconter des histoires réelles qui existent vraiment, françaises ou non. C'est pour ça qu'on va avoir en diffusion la semaine dernière L'Emprise, un film avec Muriel Robin qui revient sur l'emprise d'un homme sur une femme qui était totalement, qui perdait totalement face à cette personne-là. Et on a aussi d'autres formats comme Erin Brockovich, qui est un film qui retrace aussi une histoire vraie. Et le pendant de cet ancrage dans le réel, dans le vrai, c'est l'ancrage dans les territoires. Et donc, c'est aussi pour ça, sur la partie fiction, qu'on va proposer des fictions 100% françaises. Et on peut retrouver des films. L'Emprise va dans les deux parce que c'est à la fois réel et à la fois ancrage territorial, mais aussi d'autres films. Alors, je vous tease un peu, mais par exemple, en janvier, on va diffuser une série en inédit avec une production 100% bretonne, avec des gros moyens de production, comme ce qu'on a l'habitude de voir sur des services de streaming américains. Donc, voilà la construction de la grille. Et ensuite, il nous faut nos deux rendez-vous phares et inédits, parce que pour construire une chaîne, il faut qu'on achète du stock. Donc, on achète sur catalogue, on va toquer à la porte de TF1, leur demander est-ce que vous avez produit du cinéma, des séries, des documentaires, est-ce qu'on peut vous les acheter? On fait pareil avec d'autres distributeurs que peuvent être France Télé. Alors, souvent, c'est des diffuseurs, mais il y a aussi d'autres distributeurs qui travaillent avec des boîtes de prod et qui nous proposent des contenus qui ont déjà été diffusés sur les grandes chaînes nationales, et on récupère ce stock. Donc ça, c'est une première partie de la stratégie éditoriale. Et ensuite, le deuxième pendant du stock, c'est la production. Et c'est là où on va pouvoir justement appuyer et accentuer notre ADN, puisqu'on va construire des émissions et des programmes en partant de zéro. Donc, c'est de là qu'on a créé ces deux rendez-vous. Le JT, on a de l'info du lundi au vendredi à 18h10. La particularité de ce rendez-vous-là, c'est que c'est le premier JT national qui est édité en région. Ce que je disais tout à l'heure avec cette centralisation des médias à Paris, on peut, je pense, pas forcément, je ne parle pas nécessairement au nom de Novo 19, mais on peut être quelque part tous fiers qu'on ait un peu tous réussi finalement à proposer une nouvelle vision de l'information décentrée et donc produit depuis Rennes. Petite particularité, et qui est quand même une prouesse technologique, c'est que si je prends un JT national sur le JT de Léa Salamé sur France Télé, tout est produit depuis Paris, et depuis les locaux de France Télé. Le plateau est dans les locaux de France Télé, la régie de production et de diffusion est chez France Télé, tandis que nous,
Notre plateau est à Rennes, donc dans les locaux d'Ouest France, et notre régie de production, elle, est à Nantes, et notre régie de diffusion, elle, est à Paris. Donc, ça nous a rajouté en plus une petite complexité. Vu qu'on avait seulement 6 mois pour lancer une chaîne, on s'est dit, tiens, on va se rajouter un peu de difficulté. Sur ce JT, l'ambition de la rédaction, c'est l'une des promesses, c'est d'être en direct des territoires chaque soir. Un duplex depuis les territoires. Donc, parfois, on est en Bretagne, parfois, on est en Normandie, parfois, on va dans les territoires ultramarins, puisqu'on gère à la fois la métropole, mais également les territoires ultramarins qui reviennent également régulièrement. Et avec une tonalité, et ça, c'est un souhait de Céline Monsalier, qui est la directrice de l'information chez Novo 19, c'était vraiment de proposer un JT à la fois, alors qui reste sérieux sans se prendre au sérieux, de ne pas être dans une information descendante, parce qu'aujourd'hui, on savait que s'il fallait faire un JT statutaire avec de gros moyens à la France Télé ou à la TF1, on allait se prendre en frontal le 20h et on ne fait pas le poids. Et donc, l'idée, c'était plutôt de redescendre. Et je vous invite à le regarder. Ça dure 15 minutes. L'idée, c'était aussi de faire quelque chose de court pour plaire au plus grand nombre. Et il y a, vous l'avez vu d'ailleurs même sur la vidéo, les journalistes entre eux vont se dire salut, vont se tutoyer. Et donc, il y a une réelle ambition finalement d'être dans cette proximité et de se dire qu'on partage finalement l'information avec les téléspectateurs, mais qu'on ne vient pas sur un modèle descendant fournir des informations à l'ensemble de la population. Et ils reprennent beaucoup les codes du digital. Ils se sont beaucoup inspirés de formats TikTok, de formats Instagram, pour proposer justement cette tonalité différente que d'autres chaînes n'ont pas pu malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, prendre, puisque voilà, c'est des JT statutaires, c'est des grosses chaînes nationales. Et nous, on a voulu prendre le contre-pied et avoir une tonalité complètement différente des autres JT pour avoir notre propre personnalité sur ce programme. Et le deuxième, donc on a du nouveau. Donc ça, c'est notre talk show quotidien qui est produit cette fois-ci depuis Paris. Alors, on est resté à Montparnasse, malgré tout, pour garder ce lien avec notre siège à Rennes. Présenté par Claire Arnoux, qui est une ancienne présentatrice. Alors, elle a commencé chez BFM, elle était chez iTélé, également pour Martin d'ailleurs. Et dernièrement, elle était chez beIN Sport, où elle animait Salon Vie, où elle a reçu de grandes personnalités du sport. Et donc, ce format-là, on le coproduit avec France Télé sur les moyens techniques, avec Together Media, et on est en partenariat avec Brut. Pourquoi ce partenariat avec Brut ? Encore une fois, il y a une réelle ambition de proposer des contenus différents qui vont sourcer leurs informations aussi d'une manière différente. Aujourd'hui, pour construire un JT, on regarde les actus du jour, on regarde les dépêches aussi AFP, qui sont un peu les coms officiels du moment. On avait besoin de faire encore ce pas de côté pour avoir notre propre couloir de nage, disons. Et donc, ce partenariat avec Brut, il nous permet de nourrir l'éditorial du talk. C'est-à-dire que tous les matins, on reçoit un mail de Brut en nous disant « Voici les sujets qui ont performé la veille et qui méritent d'être traités dans le talk ». Et finalement, ça nous permet d'être dans une certaine… on est assez en lien finalement avec tout ce qui se passe sur les réseaux de Brut et ça nous permet d'être un peu le prolongement télé de ce qui se passe, enfin de la couverture des sujets réalisés par Brut. Pourquoi cette émission est produite sur Paris ? À Paris. Alors, c'est que contrairement au JT, c'est un format où on accueille des invités. Et donc, plus facile en logistique. Là, c'était juste question de logistique. Ou surtout si demain on veut recevoir, on a reçu le ministre de la Ruralité, par exemple, okay. On aurait eu, alors peut-être que lui, on aurait pu le faire venir à Rennes parce que du coup c'est dans son scope, mais d'autres, ce serait un peu plus compliqué. Okay. Et puis ça, mais souvent en plus les comédiens qui sont en promo et autres font leur promo à Paris, donc ça nous permettait voilà, d'être sur place et de profiter des tournées de promo. Donc voilà, sur ce talk, il a été construit pareil sur une tonalité différente, sans se prendre au sérieux,
Donc, vous avez Claire qui est entourée d'une bande de chroniqueurs qu'on a construit à l'image un peu d'une bande de potes où chacun va avoir sa thématique. On va avoir une médecin urgentiste, on va avoir Claude Askolovitch qui va faire sa revue de presse qu'il a fait pendant des années sur France Inter. On va avoir une personne qui est plus orientée sujet réseaux sociaux. Et les sujets qu'on va aborder, ça va être des sujets du quotidien qui nous concernent tous. On ne va pas aller sur des sujets trop politiques, un peu pas très à portée de main finalement. Donc, on va parler des sujets dont on peut parler en famille, entre amis. En fait, exactement. Des audits, oui. Il y a le côté pratique où le moment où on est sur la période où il faut remplir ses fiches d'impôt, bon, on va donner de petits tips. On va parler de sexualité, de santé mentale, enfin tous les sujets finalement qui font notre quotidien et peut-être qui n'ont, à mon sens, peut-être pas assez de place aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. Et c'est sur cette partie-là qu'on souhaite se positionner. Donc là, on a fait le tour de ces 2 rendez-vous qui sont nos 2 rendez-vous phares sur l'année, en tout cas 2025. Mais on a lancé la chaîne le 1er septembre 2025, donc il faut prévoir, et on a déjà prévu 2026, et il faut accélérer parce que ça reste un secteur d'activité, comme on l'a dit en intro, ultra concurrentiel, et on ne peut pas se reposer uniquement sur 2 rendez-vous et ensuite des programmes de stock. Donc, c'est pour ça que très rapidement, les équipes en charge de la production chez Novo 19 ont réfléchi à des formats. Des formats, c'est soit des marques qui existaient déjà et qu'on réadapte à l'ADN Novo 19, soit sinon des formats qu'on crée de toutes pièces. Là, vous avez une sélection des formats sur lesquels on travaille et que l'on va lancer sur l'année 2026, en tout cas sur le premier semestre. Vous avez alors, le rendez-vous phare, en tout cas qui parle au plus grand nombre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est Vie ma vie. Vie ma vie, c'est un format qui a fait les grandes heures de TF1 à l'époque, il y a un petit moment maintenant. Le concept, c'était de prendre une célébrité qu'on échangeait et elle allait devenir boulangère pendant une journée, par exemple. Et donc, ça lui permettait de se rendre compte de la réalité de certains quotidiens, d'une certaine forme de réalité qu'une célébrité ne peut pas vivre. Alors, on va réadapter ce format. Comme je vous l'ai dit, on est beaucoup dans la proximité. Nos liens, on a cet ancrage territorial. L'idée, c'est de créer du lien. Donc, on a mis de côté le côté star. Et l'objectif de ce format, finalement, c'est de reconnecter les territoires entre eux. Et donc, comment on le fait? C'est qu'on va prendre 2 personnes totalement inconnues et on va échanger leur vie. Et ça donne des scènes quand même assez drôles où on peut prendre une personne qui est addicte à la fast fashion, par exemple, qui va commander du Temu, du Shein, etc., qu'on va faire échanger avec une famille ultra minimaliste. Et donc, ça, je ne vais pas vous spoiler, parce qu'il faut absolument que vous le regardiez, mais ça donne des scènes quand même assez drôles, mais en même temps, ça permet aussi, sur d'autres thématiques, alors là, c'est un exemple et qui n'est pas un exemple que l'on tourne actuellement, mais sur un projet de construction d'autoroute, par exemple, pour être un peu plus en lien avec l'actualité, un projet de construction d'autoroute, on va avoir des personnes qui sont favorables, d'autres qui sont totalement opposées, mais pour des raisons totalement parfois légitimes aussi. Et donc, l'idée aussi de ce format, c'est de se dire, on sait qu'il y a un conflit concernant la construction d'une autoroute, et donc on va prendre une personne pour, une personne contre, et on va leur faire vivre chacun leur propre réalité, pour que finalement, qu'ils se rendent compte que sur un sujet qui, en première lecture, nous oppose, finalement, parfois, ça peut être qu'une question de point de vue. Parce que la personne qui est favorable, elle est favorable à la construction de cette autoroute parce que ça va lui permettre d'accéder à des soins, ça va lui permettre d'accéder à un emploi. Quand en face, la personne qui est totalement opposée, parce que ça va couper son champ en 2, donc baisse de rendement, moins de chiffre d'affaires. Et donc, les deux s'entendent. Et finalement, l'objectif de ce format, et c'est comme ça qu'il a été écrit, c'est un format justement pour montrer qu'on a beaucoup de sujets qui peuvent nous opposer, mais parfois, c'est juste une question de clé de lecture et que parfois, il faut juste prendre le temps de se mettre à la place de l'autre pour comprendre la réalité des uns et des autres.
Et c'est aussi une des ambitions finalement de Nouveau 19, c'est d'éviter de nourrir cette polarisation qu'on a beaucoup aujourd'hui dans les médias français. C'est de dire, peu importe les idées des uns et des autres, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire en sorte que tout le monde pense la même chose, mais en tout cas, on peut trouver un terrain d'entente et mieux vivre ensemble. Mais c'est un peu l'objectif de ce format. Donc, on est bien loin du format TF1 avec les célébrités qui enfilent leur bleu de travail. Et ensuite, vous avez d'autres formats. Cash-in the Attic, c'est un format qui, lui, qui existe encore là jusqu'à la fin de saison sur M6, qui est un trésor dans votre maison. L'idée, c'est un commissaire-priseur qui se rend chez une famille pour faire le tour de la cave et du grenier, voir s'il y a des objets de valeur pour financer un projet de vie. Donc ça, c'est un programme où on est déjà en tournage. La cabane de ma vie, pareil, un nouveau format Nouveau 19, où là, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui veulent quitter leur maison ou leur appartement et vivre plus modestement et dans des cabanes qui, parfois, quand même font rêver malgré tout. Et Radio Gaga, du coup, qui est un programme présenté par Raphaël de Casabianca, qui est un incarnant qui a beaucoup travaillé sur des formats comme sur France Télé. Et donc là, l'idée, c'est qu'il prenne son van et qu'il fasse le tour de plein de villages en France, qu'il dépose des transistors donc pour le côté radio et qu'il fasse son émission à distance. Donc c'est un lien et un clin d'œil aussi que l'on veut faire à la radio. On est une chaîne de télé qui appartient à un groupe de presse et on tenait aussi à faire le clin d'œil à la radio. Divers médias que vous avez. Exactement. En effet, c'est que des programmes en fait, qui sont ancrés sur le territoire avec de l'échange, des sujets qui concernent en fait, tous les individus qui se trouvent vraiment en France. Et c'est ça qui est intéressant en effet. Est-ce que tu penses qu'on peut peut-être passer au niveau des questions-réponses peut-être? Parce que je pense que les étudiants ont certainement des questions à poser. Donc déjà sur place et pour ceux qui nous écoutent également, de ne pas hésiter à poser des questions sur l'onglet questions que vous avez directement sur votre écran en bas à droite. Donc n'hésitez surtout pas qu'on puisse créer cet échange. On va laisser quelques secondes en ligne aux divers auditeurs pour qu'ils puissent poser des questions. Et si sur place vous en avez, n'hésitez surtout pas. Alors, j'ai déjà une question en ligne. La question, c'était quelles sont les valeurs de Nouveau 19? Quelles sont les valeurs propres à la chaîne? C'était la prochaine slide. Je t'ai coupé, Sofiane. Désolée. Mais justement, il y a eu un gros travail sur la plateforme de marque, au-delà de l'identité de Nouveau 19, ce que les gens vont entendre et voir de Nouveau 19. C'était aussi de construire une vraie identité avec une vraie personnalité. Donc, il y a eu un gros travail pendant 3 mois dessus. Les valeurs, on va avoir la première, c'est populaire, justement pour appuyer cette proximité. Et ça fait écho avec ce que je disais sur le JT, où on n'est pas sur ce modèle descendant, où on fournit de l'information à la population. C'est plus on partage de l'information au lieu de fournir de l'information. Ancré. Cet ancrage territorial et à la fois cet ancrage dans le réel. L'ambition, ambitieuse en valeur. Je l'ai dit en intro, on lance une chaîne de télé en 2025, c'est un sacré challenge. Il faut juste... Alors, ce n'est pas impossible, au contraire, on est convaincu, et tout à l'heure, je reviendrai sur certains chiffres. On est convaincu que c'est le bon modèle, mais ça reste quand même assez ambitieux. Et la dernière, qui est un peu en lien, mais audacieuse aussi, parce qu'on est quand même une chaîne de télé dans un groupe de presse écrite. Donc, il fallait le faire. Une challenge et puis une belle innovation. C'est ça. Ouais, il y a un côté un petit peu innovant et puis… Inattendu. Inattendu, ouais, on ne s'y attend pas, c'est sûr.
J'avais d'autres questions sinon. J'avais une question, c'était savoir, selon vous, selon votre expérience, quelle est l'étape de création de la chaîne Novo 19 qui a été la plus compliquée à gérer? Alors là, Non, tout s'est bien passé du début à la fin. Tout s'est bien passé. Après, effectivement, il y a eu… non, le plus gros challenge et la plus grosse difficulté, ça a été à la fois, on avait une obligation et on ne pouvait pas déroger à cette règle. On avait le 1er septembre 2025, on devait lancer cette chaîne coûte que coûte. C'était une obligation qui faisait partie de notre convention avec l'Arcom. Donc, on n'avait pas de plan B pour le lancement. Donc, déjà, ça a été… Le plus compliqué, c'est de se dire, je me lance et je n'ai pas de plan B, il faut absolument que ça fonctionne au 1er septembre. Le deuxième point qui était assez compliqué, c'est qu'on s'est donné le challenge, en plus de lancer en TNT, on s'est dit, mais il faut qu'on lance aussi le digital au 1er septembre. Donc, du coup, ça nous a rajouté une couche de difficulté, mais au final, qui était plus qu'essentielle pour le bien du projet. Oui. Comment se fait la sélection des sujets à aborder? Sur le JT ou le talk? Oui. Alors, pour la sélection des sujets, les rédactions sont totalement indépendantes. Donc, d'un côté, il y a la rédaction à Rennes pour le JT, donc on a de l'info. Et d'un côté, on a du nouveau. On a du nouveau, donc comme je disais, ils vont beaucoup s'inspirer du social listening, donc de l'écoute sociale via Brut, pour venir alimenter l'éditorial. Et sur le JT, tout va dépendre de l'actualité qui tombe. Les journalistes travaillent beaucoup des marronniers, donc c'est des sujets très longs qui ne nécessitent pas d'être diffusés directement quand ça a été traité. Par exemple, les sujets des fêtes de fin d'année pendant les 2 semaines, où on va parler des cadeaux de Noël, etc. C'est des choses qu'on peut faire en amont. Et ensuite, on ajoute plus l'actu chaude qui vient de tomber. Par exemple, le JT démarre à 18h15 jusqu'à 18h10. Tout peut encore changer. Moi, j'avais une autre question aussi qui nous vient de Charlie Lavaux. C'était, alors, on a vu que déjà pour le lancement, il y avait beaucoup de rachats de droits finalement de films ou autres. Il y a aussi une série qui va être produite, du coup, avec le petit teasing que j'ai hâte de voir, en tout cas pour ma part. Très curieuse de voir quels moyens on a pu mettre sur la région dans ce genre de production. Mais la question, c'était de savoir si la stratégie éditoriale de Novo 19 était vraiment de produire des émissions et des programmes originaux ou plutôt de racheter des droits en fait, d'émissions. Aujourd'hui, le modèle sur les chaînes TNT, au-delà des grandes chaînes nationales de la 1 à la 6, qui ont des modèles quand même assez différents, toutes les chaînes TNT après M6 travaillent sur du stock. La rediffusion de programmes déjà diffusés fait partie du modèle économique des chaînes de la TNT. Mais c'est vrai que Novo 19, on a vraiment l'ambition d'accélérer sur la production. Donc là, j'ai parlé des grands formats, parce que ça va être des formats récurrents qui vont animer notre grille toutes les semaines ou tous les mois selon ce que l'on a commandé. Mais on a aussi toute la partie documentaire où on a lancé plus d'une centaine d'heures de documentaires. Donc, il y a une réelle ambition de proposer du contenu exclusif qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et ça a été le cas. Alors, on peut aussi proposer du contenu qu'on a vu nulle part ailleurs, qu'on achète sur catalogue. C'est le cas de la série, par exemple, qu'on va diffuser en janvier. Et c'est le cas, par exemple, là, il y a une semaine, on a mis à dispo sur notre plateforme novo19.fr et sur l'app une sélection du catalogue, par exemple, de Brut, aujourd'hui, qui était plus consommable et là, qu'on retrouve sur la plateforme. Donc, on accélère sur la création originale tout en continuant quand même de stocker un maximum, parce qu'il faut qu'on tienne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est pas évident. Après, je pense que c'est une bonne chose parce qu'en effet, il y a beaucoup de chaînes qui existent déjà. Et faire de la création, je pense que c'est ce qu'attendent en effet, je pense, les gens aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle? Non, apparemment, tu as répondu déjà à toutes leurs questions. Bon, super. Incroyable. Alors, je regardais s'il y avait d'autres questions en effet. Parce qu'il y en a plein, ça fuse.
Ah, il y a une question, mais je pense que alors, l'information avait déjà été donnée lors du Factory Game, mais la question était de savoir si vous alliez toujours mettre en place une application Novo 19. Mais j'ai déjà la réponse parce que je l'ai sur mon téléphone, mais oui. Sur la distribution, effectivement, on a une application qui est disponible. L'application est disponible depuis octobre, donc PC, tablette, smartphone, iOS, Android. D'ici la fin du mois, on l'espère, ce sera notre cadeau de Noël, on sera disponible sur Apple TV, Android TV, ainsi que les télés Samsung, et début janvier LG. Donc on est vraiment dans une, et j'en parlais en intro, dans une stratégie d'hyper-distribution où on veut être présent sur le plus d'écrans possible. Et donc l'application était de toute façon un incontournable aujourd'hui, à la fois pour proposer notre contenu, mais aussi pour solliciter via des campagnes en CRM, des push notifs, etc., nos téléspectateurs. J'ai une autre question qui est intéressante par rapport justement au côté territorial. Novo 19 se positionne comme un média national ancré dans les territoires. Comment comptez-vous concilier la neutralité éditoriale et représentation équilibrée de toutes les régions, tout en restant compétitif face aux grandes chaînes et aux plateformes de streaming qui dominent déjà le marché? Alors, sur la neutralité éditoriale, aujourd'hui, la chance que Novo 19 a, c'est qu'on appartient au groupe Ouest France. Le groupe Ouest France, à mon sens, est c'est même le seul groupe qui a réussi à préserver et à sacraliser l'indépendance des journalistes. On le voit ne serait-ce que sur la gouvernance du groupe. Aujourd'hui, les chaînes de télé appartiennent in fine toutes à un milliardaire. Novo 19 appartient à aucun milliardaire. Donc demain, on est garanti de préserver cette indépendance, puisque l'actionnaire majoritaire du groupe Ouest France, c'est une association de loi 1901. Donc, il n'y a pas de parti pris et on n'a pas d'enjeu de rentabilité, de verser des dividendes à l'actionnaire, puisque le chiffre d'affaires et les bénéfices générés sont réinjectés dans la production et la rédaction. Donc, sur la partie indépendance, je pense qu'on a un bon garant sur ça. Et pour le coup, on en est assez fiers lorsqu'on en parle à certains amis d'autres chaînes qui, eux, ont des impératifs qui sont quand même assez différents. J'avais une question également. D'où vient la volonté d'aller sur YouTube? La volonté, pourquoi YouTube? Mais on est toujours finalement dans cette stratégie d'hyper-distribution. Plus on est visible sur toutes les plateformes, plus on sera connu, parce qu'on a un gros travail sur la notoriété à mener là, durant les 5 prochaines années. Et YouTube aujourd'hui reste, si on considère YouTube comme une chaîne de télé, c'est la première chaîne de télé au monde. C'est celle qui est la plus consommée. Et donc, il fallait absolument qu'on s'y positionne. Et c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces réflexions qui sont menées actuellement. C'est qu'on veut avoir une réelle approche éditoriale et une vraie proposition éditoriale sur YouTube, un peu comme la construction de la chaîne Novo 19. On veut être dans les mêmes process de réflexion et te dire, OK, on veut ouvrir une chaîne YouTube, mais on ne veut pas que ce soit juste une chaîne de promotion avec que des bandes annonces, parce que finalement, personne ne s'abonne à une chaîne de bandes annonces. Voilà. Ça ne permet pas aussi de cibler des plus jeunes un petit peu aussi, non? Oui, aussi, on a effectivement on a cette ambition. Alors, on a notre cible des 25-49. On sait très bien, et sans surprise, qu'aujourd'hui, sur la TNT, ce n'est pas les 25 ans qu'on va toucher et on va être plutôt sur la fourchette haute de notre cible. Et l'idée d'avoir l'application, l'idée d'être sur les téléviseurs connectés, l'idée de lancer une chaîne YouTube, c'est aussi pour réduire notre cible en termes d'âge et pouvoir, à la fin de l'année, quand on fait notre rapport sur nos audiences, se dire, finalement, quand on mélange YouTube, le linéaire, la plateforme, on est pile dans notre cible des 25-49. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, sur les programmes que l'on met en avant sur Insta et Facebook, par exemple, c'est systématiquement piloté au travers de cette cible 25-49. Est-ce qu'avec tel programme, je vais pouvoir adresser la bonne cible? Okay.
J'ai une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a pour projet de créer un programme axé sur le sport? Alors, oui, le sport fait partie des sujets que l'on souhaite adresser parce qu'on est convaincu que le sport, alors, on ira sûrement pas sur de la Champions League, de la Liga, etc. Pas parce qu'on n'en a pas l'envie, parce qu'on n'a pas les fonds pour. Donc ça, on va laisser ce jeu-là au plus grand. Nous, notre ambition sur le sport, c'est toujours cet ancrage territorial. Et donc là, à partir, par exemple, du 1er février, on va commencer à diffuser la FDJ United Series, qui est la Coupe de France de cyclisme, qui a vraiment du sens, finalement, pour une chaîne comme Novo 19, parce qu'on parle et on matraque l'ancrage territorial, et faire un Tour de France avec cette compétition de cyclisme était totalement naturel. Donc, c'est une première étape et on a pour ambition d'accélérer dessus. On se dit, pourquoi pas demain la voile, pourquoi pas même d'autres sports qui aujourd'hui ne sont pas forcément regardés. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de sport, le premier sport, on pense au foot. Mais avant que Canal l'éditorialise, il y a plus de 30 ans, personne ne regardait le foot en France. Enfin, ce n'était pas le sport le plus regardé. Et il a fallu qu'une chaîne le travaille, l'éditorialise, mette en place un vrai travail à la fois sur la diffusion de la compétition sportive, mais aussi tout un écosystème de documentaires, de reportages et d'émissions pour que ce soit un sport regardé. Donc oui, c'est une ambition. Je m'en doutais. Normal. Étant concerné par le sport, moi, même personnellement, ce serait incroyable qu'il y ait des nouveaux sports qui soient beaucoup plus diffusés. Mais du côté de la télévision, est-ce que du coup, vous n'avez pas peur de perdre une certaine audience qui justement ne regarde pas forcément des sports moins connus? Tout va dépendre finalement de comment on construit après cette offre éditoriale. C'est qu'on on prend un sport peu connu, peu regardé et pas diffusé aujourd'hui. On se positionne sur les droits. Ce qui va nous permettre de rester dans les clous par rapport à notre cible, c'est où est-ce qu'on va le mettre à dispo. Rien ne nous oblige, dans le cadre des négociations sur l'achat des droits, de diffuser sur le canal 19. On peut aussi totalement prévoir des lives événementiels sur l'application, des lives événementiels sur YouTube. Demain, diffuser aussi des droits sportifs sur une chaîne Twitch qu'on lancerait. Enfin, tout va dépendre finalement de bien sélectionner le canal de diffusion pour éviter justement d'être dans cette cannibalisation où, via des droits sportifs, on va ramener peut-être plus de jeunes, mais en perdre certains qui nous regardaient habituellement. Donc, et par exemple, le cyclisme, on a 15 courses de diffuser et on a fait le choix d'en diffuser 11 sur le canal 19 et 4 uniquement en flux événementiel, par exemple, sur la plateforme, justement pour éviter d'avoir des fuites sur certaines audiences qu'on a réussi à fidéliser jusque-là. Merci beaucoup, Sofiane, pour tous ces éclairages sur Novo 19 et puis d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, c'est bien, ça veut dire qu'au moins ça inspire nos étudiants, donc c'est une très bonne chose. Donc merci à tous d'avoir suivi la masterclass et puis j'ai téléchargé Novo 19, l'application, et puis n'hésitez pas à suivre la chaîne. Exactement. Voilà, merci à tous. Merci.